Oui, sans problème. Oui, oui, on le voit. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va voir le cours ultime. J'espère pas que va être le dernier. Ça va, Inch'Allah, être suivi par une autre session. On a tellement aimé ce cours de rythmologie pédiatrique qu'on veut aborder des thématiques beaucoup plus complexes et profiter de l'expérience des professeurs Bradley, l'expérience du professeur Mevat avec nous. Et donc, on a bien été gâtés au niveau de ce cours de rythmologie pédiatrique. Et merci à toute l'équipe qui nous a suivis pendant des semaines et des semaines. Et aujourd'hui, on va traiter les complications qui sont reliées en pédiatrie. Donc, vous l'avez compris, il y a plusieurs sessions au niveau de cette présentation. Il y a les complications qui sont liées directement euh, au pacing, à la stimulation ou la défibrillation. Il y a les complications qui sont liées à l'électrophysiologie et à l'ablation particulièrement. Et puis, si on a un peu de temps à la fin, on peut toucher quelques mots à propos des considérations anesthésiques parce que vous l'avez compris que chez l'enfant, tout ça se passe en anesthésie générale, surtout pour les enfants de petit poids et petit âge. Et c'est la raison pour laquelle on peut aborder quelques mots enfin pour l'anesthésie. Concernant la stimulation cardiaque, les complications générales de la stimulation que vous connaissez, comme les déplacements, comme l'infection, sont des complications, on va dire, un peu communes pour toutes les procédures, soit à par chez l'enfant. Il y a quelques particularités chez l'enfant, on va toucher un mot. Et il faut rappeler que chez les enfants, la stimulation, il peut être soit faite dans des conditions un petit peu particulières, soit quelqu'un qui a un BAV congénital avec un cœur sain ou un BAV auto-humain, dans certaines situations des canalopathies associées. Et là, en général, les challenges anatomiques sont pas assez complexes et donc les complications en général, c'est des complications qui sont habituelles avec des pourcentages qui ne dépassent pas les 2%. Et nous avons, dans certaines situations, où on va aller faire des stimulations chez des terrains particuliers, soit en post-opératoire, soit carrément dans des cardiopathies congénitales complexes. Et dans ces cas-là, par exemple, comme ce cas qu'on voit ici pour un DAI, euh, avec une implantation sous-cutanée, avec un coil qui est au niveau de la veine cave supérieure persistante et c'est un petit peu complexe avec une chirurgie cardiaque et donc les complications ne sont pas uniquement les complications qui sont liées à la pose d'un défibrillateur, mais également des chirurgies cardiaques avec sternotomie ou thoracotomie qui est associée. La resynchronisation également dans certaines indications, dans certains enfants, qui peut être également petit âge associé à une chirurgie cardiaque, comme vous le voyez ici, dans ces radiothorax, on voit que nous avons une resynchronisation cardiaque avec 3 centres qui sortent à partir du boîtier. On voit qu'au niveau de la radio, donc on peut imaginer la complexité de la chirurgie et dans ce cas-là, les complications qui peuvent être un petit peu visibles. Les complications également, ils peuvent différer en fonction du système qu'on veut utiliser. Soit on veut utiliser un système avec une implantation avec transveineuse, comme le cas échéant, soit par voie sous-clavière le plus souvent, et on utilise souvent un monochambre chez l'enfant de petit poids parce que le diamètre de la veine sous-clavière, elle va pas admettre une sonde plus qu'une sonde. Et on va également, nous avons la stimulation épicardique également qui est faite par voie chirurgicale. Les complications habituelles qu'on peut trouver, c'est les complications habituelles d'implantation, mais avec un, on va dire, une intention particulière chez l'enfant parce que l'abord veineux est un peu difficile et les gens qui n'ont pas l'habitude de faire l'implantation chez l'enfant, et c'est un petit peu compliqué pour faire des challenges bizarres au niveau de la ponction. Donc, il faut s'aider des venogrammes, il faut s'aider de la ponction éco-guidée dans des situations un petit peu complexes. Il faut faire attention. On peut avoir une persistance de la veine supérieure gauche également, dans un cas qui n'est pas négligeable. Et donc, de ces conditions-là, il faut vraiment choisir la- un bénéfice
risque, bénéfice, risque. Le rapport doit être vraiment en faveur des bénéfices pour l'enfant au lieu, et il faut en discuter de la voie d'abord avant vraiment arriver au bloc opératoire. Et donc, les complications qu'on peut avoir, c'est les pneumothorax, c'est les hémothorax. Les pneumothorax en général, parce qu'on va viser la voie sous-clavière plus que la voie axillaire. On voit que la voie axillaire, c'est une voie prometteuse pour les enfants d'un poids un petit peu acceptable, mais le pneumothorax n'est pas négligeable dans ces situations-là. Et l'hémothorax également, et l'hémothorax, pas parce qu'il faut obligatoirement toucher l'artère, parfois, c'est en rasant un peu les artères intercostales, on peut en engendrer un hémothorax qui peut nécessiter parfois des transfusions avec un drainage chirurgical. Troisième chose également, c'est les complications vasculaires, et ça c'est un peu euh, l'hématome, c'est facilement gérable. La fistule, lorsqu'on fait une ponction, lorsqu'on a une anatomie parfois assez particulière, ça veut dire on a une artère qui est placée en antérieur de la veine et qu'on n'arrive pas à la dégager. Parfois, on a l'habitude, on a l'impression, pardon, qu'on a juste touché la veine, mais on a fait un trajet qui est transartériel et là, on peut en engendrer des fistules associées et les thromboses associées. Et les thromboses ne sont pas liées uniquement au geste opératoire, mais ils peuvent être tout simplement, et là on le voit surtout chez l'enfant parce que la veine est petite et on va mettre un matériel de minimum 6 franges, 7 franges à l'intérieur. Et dans de certaines situations, elle peut être responsable d'une occlusion soit thrombotique, soit une occlusion organisée à la langue par des éléments qui sont fibreux. Et là, on fait un petit peu la difficulté. Et puis, vous avez les complications habituelles, c'est les déplacements. Donc, en général, ça, c'est les complications un petit peu qui sont précoces. Et puis, il y a les complications qui sont liées aux sondes. Donc, les complications liées aux sondes, c'est le déplacement. Et c'est très peu fréquent qu'on va trouver un déplacement au-delà des premières semaines de l'implantation. Et on peut avoir des ruptures de l'isolant, on peut avoir des fractures de sonde et on peut avoir également des élévations, etc. Mais il ne faut pas oublier également qu'on peut avoir un peu, euh, un peu des difficultés concernant la perforation du cœur. Parfois, si on n'arrive pas à bien peser les choses, c'est pourquoi il faut garder ce genre d'implantation des gens qui ont l'habitude de faire les enfants et non pas de faire des transpositions par rapport à celui qui fait implanter l'adulte et va prendre la main pour implanter un enfant. C'est assez un petit peu dangereux et donc il faut avoir l'habitude de ça. La deuxième chose qu'il faut considérer chez l'enfant, c'est que l'enfant, c'est un être qui est en croissance. Et donc, la croissance, elle va continuer. Le cœur, il va augmenter de taille, il va augmenter de volume. Et dans ces situations-là, il faut considérer, dans ces enfants, il faut vraiment être à la hauteur pour mettre des boucles et pour accompagner de façon correcte cette croissance. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il ne faut pas que le système soit sous pression. Également, d'une part, soit par voie épicardique, soit par voie endocardique. Et donc, les sondes doivent être bien libérées et que la boucle soit bien respectée. En préférence, ne pas avoir une boucle qui va empiéter, qui va être en compétition avec la valve tricuspide et être responsable d'une insuffisance tricuspide dans des cas particuliers. Et puis, la fixation également de ces sondes également, euh, les- en général, on évite les fixations passives, mais la fixation également active par ces vis qu'on va les faire, il faut respecter le nombre de tours, surtout chez l'enfant, parce que rappelez-vous que si on pose une sonde pour cet enfant, il faut vraiment éviter de la poser au niveau apical. Et si on la pose, la paroi du ventricule droit pour l'enfant, il n'est pas la paroi de l'adulte qui fait 5 mm en moyenne. Et là, donc c'est un moins. Et donc, il faut vraiment respecter le nombre de tours, voire même être un peu moins par rapport à la moyenne qu'on met chez les adultes.
Troisième catégorie, c'est les infections. Et donc, on n'est pas à l'abri de cette complication malgré les conditions draconiennes et drastiques qu'on réalise, qu'on respecte au niveau des blocs opératoires. En l'occurrence, il ne faut pas oublier l'antibio-prophylaxie, la préparation cutanée, mais la fragilité de la peau de l'enfant. Et parfois, c'est le conflit entre la taille des matériels et la loge et la fragilité de la peau de l'enfant. Et donc, c'est un équilibre qu'il faut bien respecter et ce qui pose parfois la difficulté et qui rend les choses un petit peu difficiles. Et donc, parfois, nous avons une extériorisation du boîtier et parfois, c'est associé avec des infections, soit infection de la loge. Et dans ces situations-là, les choses sont un petit peu difficiles à faire, en particulier parce que nous avons l'obligation de faire l'extraction et de faire un autre type d'implantation. Et là, il y a des protocoles différents en fonction des centres d'implantation, soit en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de la disponibilité des pacemakers sans sonde, en fonction de la possibilité de- d'implanter d'un autre côté ou la voie épicardique chirurgicale, etc. Donc, c'est un peu une situation très complexe qui nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes en matière, chirurgiens, anesthésistes, pédiatres, infectiologues. Et donc, c'est le heart team de l'endocardite CRD pacemaker qu'il faut activer en réunion de concertation pluridisciplinaire pour ces genre de choses. Et puis, c'est l'antibiothérapie au long cours et par voie parentérale. Et donc, c'est un enfant qui est retenu au niveau de l'hôpital. Et donc, c'est une situation vraiment complexe. C'est la raison pour laquelle il faut insister sur les conditions d'implantation. Il faut insister, choisir le matériel adéquat avec une taille qui peut être bien acceptable au niveau des loges et non pas en faire comme étant une expérience qu'on va voir qu'est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher. Ça ne marche pas. Et parmi les facteurs un peu qui sont euh, 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 qui sont euh, parmi les facteurs qu'on retrouve souvent au niveau des séries, c'est l'immaturité chez l'enfant, de ces mécanismes immunitaires peut-être. Il y a les patients qui sont trisomiques, qui ont un pourcentage beaucoup plus élevé par rapport à d'autres. Et vous avez également, lorsqu'on met des centres provisoires, où on était obligé à reprendre la loge ou un déplacement. Tout ça, c'est des facteurs habituels d'infection par la suite, et donc pour la raison pour laquelle il faut limiter. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble à propos de certaines complications qu'on peut trouver à la langue par rapport à la stimulation de l'enfant. Et nous avons parmi ces complications, c'est l'insuffisance tricuspide. Cette insuffisance tricuspide, malheureusement, c'est un spectre qu'on peut regrouper au niveau de ce terme de complications, mais nos mécanismes sont un petit peu différents. Nous avons des insuffisances tricuspides si on élimine l'infection, tout simplement séroendocardite ou post-endocarditique, ça c'est une étiologie qu'on peut voir. Nous avons la manipulation un petit peu euh, au cours opératoire peut engendrer quelques lésions, quelques dommages de la valve tricuspide chez des mains qui ne sont pas entraînées, qui n'ont pas l'habitude de faire ça chez l'enfant. Elles peuvent faire des dommages et avoir une insuffisance tricuspide, en l'occurrence des perforations. Mais également, on peut avoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, des boucles qui peuvent déborder au niveau de l'anneau tricuspide et responsable d'insuffisance tricuspide. On peut avoir des insuffisances tricuspides qui sont en rapport avec une sonde qui va vraiment emprisonner la valve tricuspide septale et donc qui va être responsable d'insuffisance tricuspide. Et ça, c'est vraiment des conditions complètement mécaniques. Et nous avons un autre chapitre, c'est les insuffisances tricuspides qui sont euh, pas induites par des facteurs mécaniques, mais sont induites par une cardiomyopathie du ventricule droit secondaire à la stimulation permanente de ces enfants. Et donc, dans ces cas-là, on ne sait pas vraiment comment gérer ces patients en fonction de cette stimulation et c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'on propose une plastie? Est-ce qu'on propose une extraction avec un changement des modes de pacing, mode septal, l'upgrader par autre chose? Est-ce que ça va marcher? Et donc, c'est des patients qui sont difficiles
à gérer. C'est la raison pour laquelle il faut suivre ces patients, faire des échographies de façon, périodique, au moins une fois par an, pour analyser la valve tricuspide, analyser la fuite, analyser est-ce qu'il n'y a pas de problème de tension sur la valve tricuspide et voir est-ce que le VD il tient encore la possibilité de le faire. Et puis, il y a des complications chroniques et je pense que chacun d'entre nous, il a déjà rencontré des patients de ce genre. C'est à cause de cet asynchronisme chronique et le QRS un peu, parfois lorsqu'il est trop large. Donc, c'est l'équivalent des voies accessoires droite de la paroi libre. Et donc, dans ces situations-là, c'est avec un aspect gauche. Et j'ai dit comme c'est l'équivalent d'une voie accessoire droite parce que c'est certains patients et ça peut être compliqué par une cardiomyopathie. Cette cardiomyopathie, il peut engendrer de l'insuffisance cardiaque gauche avec une dysfonction VG. Et dans ces situations-là, soit on est amené, c'est le poids de l'enfant, il le permet, à faire une resynchronisation cardiaque ou voire même maintenant on peut penser à faire une stimulation de la branche gauche ou stimulation de la région ischienne pour essayer de pallier à ce problème. Et deuxième chose, les considérations liées à la programmation. Donc, ces enfants, ils ont besoin d'avoir une vie tout à fait normale, avoir leur enfance, leur joie, leur énergie. Il ne faut pas que ce soit vraiment diminué, limité à cause qu'il est porteur d'un pacemaker. Et vraiment, il faut que le médecin soit à l'écoute de l'enfant, à l'écoute de la famille et aider cet enfant à être bien intégré dans sa société, dans sa petit environnement à l'école, au niveau de ses activités scolaires, etc. Et donc, on va faire notre mieux en termes de programmation pour arriver à ça. Et surtout, il ne faut pas oublier que ces enfants, ils ont un, un, un apport, la limite maximale de tracking est peut-être un petit peu bas. Si elle est basse, ils risquent de passer à l'effort en BAV. Après un 20 kimbach, ils peuvent passer en BAV parce que la PVARP, il est un petit peu, si elle est allongée et si le délai AV un petit peu il est allongé. Je vous rappelle le cours de pacing, c'est la TARP qui est l'association de le délai AV avec la PVARP qui est directement liée à fréquence maximale des trackings. Et donc là, il faut vraiment adapter ça en fonction à l'effort. Et donc, je pense qu'au niveau la plupart des pacemakers, nous avons des options qui sont Rate Responsive AV Delay. Ça veut dire un AV Delay qui est adapté à l'effort qui va se raccourcir et la même chose pour la PVARP. Et si on active ces deux options en général, la possibilité d'avoir un point de 2 pour 1 qui est beaucoup plus élevé, il va être un peu à l'abri que l'enfant fasse des syncopes lorsqu'il est à l'effort. Et donc, en même temps, on peut augmenter le point de maximum tracking, on peut l'augmenter à 150, 160 parce que l'enfant, c'est un peu la fréquence est beaucoup plus élevée par rapport à ça. Les complications des défibrillateurs automatiques implantables, c'est à peu près la même chose qu'on a du côté technique en fonction de l'implantation des pacemakers, mais on peut avoir de l'autre côté des chocs inappropriés, sur des bruits, des noises sur les sondes et des tachycardies qui sont associées. Les fractures sont pas très rares. On sait qu'une sonde de défibrillateur sur 10 ans, un tiers des patients à peu près peut avoir une complication de la sonde sur 10 ans. Et chez l'enfant, il faut penser à éviter un point très particulier qui est la surdétection de l'onde T parce que la fréquence est élevée, parce que l'onde T chez l'enfant est un peu particulière et peut être surdétectée et que l'enfant peut avoir des chocs inappropriés. Mais je pense que les nouveaux algorithmes et les médecins qui sont bien avertis sur ces complications qui implantent l'enfant sont bien, eh bien, on ne va pas dire entraînés, sont avertis sur ces complications en général. La programmation chez l'enfant, en fonction de l'indication, elle ne va pas apporter de stimulation gratuite en général lorsqu'on est dans les canalopathies, dans les syndromes de repolarisation, etc. Parce que c'est des patients qui ne font pas des TV en général, ils vont faire des TV polymorphes, ils vont faire des FV. Donc on va faire uniquement une zone de FV, pas une zone de TV, une zone de FV, parce qu'on n'a pas besoin de faire une ATP sur l'enfant dans ce cas particulier. Donc on va
faire augmenter la zone de FV et on va faire augmenter la fréquence maximale de ceci pour ne pas avoir ces problématiques-là. Et deuxièmement, vous avez au niveau les patients qui sont par exemple avec un risque de faire des tachycardies structurelles, comme la tétralgie de Fallot, etc., on va en faire une zone de TV, etc. Si on a une TV qui est en général, on va la poser en indication secondaire dans ces situations-là où on va, en fonction des rythmes de la tachycardie, enregistrer. Et sinon, on va favoriser la zone FV sur la zone TV. Donc, je pense qu'on a peu touché la grande partie des complications qui est liée aux devices, de façon générale, les stimulateurs intracardiaques ou les défibrillateurs. Et maintenant, on va un peu voir les côtés ablation et complications, euh, les challenges qu'on peut avoir. Et il faut avoir que la grande majorité des ablations qui sont faites chez les enfants sont à propos des voies accessoires, et au niveau autour de l'anneau tricuspide, voir qu'il y a des zones qui sont plus faciles par rapport à d'autres et qu'il y a des défis de chaque localisation. Par exemple, lorsqu'on est dans les voies accessoires gauche, le vrai défi chez l'enfant, c'est la transseptale, ou par voie rétrograde, parce qu'on va entrer par un cathéter minimum. Si on n'a pas de cathéter, ce sera des siphringes par rapport à une artère, rétrograde par rapport à une taille qui n'est pas, c'est un petit peu difficile. Et puis, de l'autre côté, si on est dans le postéro-septal, etc., c'était problématique de la stabilité avec une région qui est un petit peu difficile. Et donc, il faut faire des cathéters avec des gaines pour augmenter la stabilité. Et là encore, on va introduire des gaines de 8 franches au niveau d'une veine d'un enfant. En plus, on peut parfois utiliser des cathéters irrigués, etc. Donc, il y a un certain défi dans ces situations-là et que dans certaines situations particulières, on peut être amené à faire des ablations chez des patients qui ont des cardiopathies complexes avec une anatomie assez particulière, soit avec après chirurgie cardiaque, ou carrément chez des patients qui ont une, une anatomie complexe et donc un traitement palliatif, comme le chirurgie, par exemple, de Fontan, chirurgie de Mestac et de Sinine. Et donc, je pense qu'on a bien discuté ça dans les tachycardies atriales, comme la tétralgie de Fallot, etc. Et donc là, c'est un petit peu des centres de référence avec une expertise un petit peu augmentée. Et malgré ça, que le risque de fibrillation atriale il est autour de zéro s'il n'y a pas de cardiopathie structurale, mais qu'il y a quand même chez l'enfant, il faut faire attention à l'ablation et ne pas le faire qu'à partir d'un certain âge et à instabilité. Donc le premier garant de ces complications chez l'enfant, c'est de respecter vraiment les indications d'ablation. Ça veut dire il faut les enfants qui n'ont pas, on n'est pas vraiment dans un cadre de mort subite, récupérer chez ces enfants, il n'y a pas de risque. Là, on va essayer un petit peu de déverrer l'ablation au-delà de l'âge de 3 ans, 4 ans, pour ne pas en tomber dans ces situations-là et également pour ne pas exposer un enfant à une irradiation particulière chez un être qui est en croissance. Et donc, il faut vraiment faire attention dans ces situations-là. Deuxième élément, parce que ces enfants ils peuvent avoir la possibilité d'une guérison spontanée, une résolution de la voie accessoire au niveau de cet âge qui peut aller tout seul sans besoin d'intervenir par une ablation. Et c'est pour là, et je pense, professeur Bradley qui brillamment présenté ces indications dans son cours du VPV qu'on a bien aimé. Et puis, il y a la question du poids et de la taille, parce que le poids de l'enfant, c'est une difficulté parce que directement, il est relié à la taille des veines et des cavités cardiaques dans lesquelles on va travailler. Et donc, il faut minimiser le nombre de cathéters, utiliser des tailles de 5 et 6 franches. Euh, L'approche rétrograde ne doit pas être vraiment de première intention, sauf cas particulier, et considérer d'autres voies comme la voie jugulaire, sous-clavière, par exemple, si on veut avoir une bonne stabilité au niveau de la région antéroseptale, etc. Et il ne faut pas oublier que on va faire un circuit
d'ablation de radiofréquence. Attention aux brûlures au niveau des dos, si le circuit n'est pas, le contact n'est pas très important. Et c'est un enfant, en général, en anesthésie générale, il ne va pas sentir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut trouver des brûlures à la fin, il faut faire attention. Et que la lésion transmurale, il faut faire attention euh, à la qualité, à l'énergie délivrée pour ne pas avoir des dégâts au-delà des transmurales qu'on fait habituellement et que il faut vraiment, dans des cas particuliers comme les régions difficiles, réentrée intranodale ou para-ischien, med-septal, au niveau accessoire, antéro-septal. S'il y a la possibilité de faire la cryoablation, il ne faut pas hésiter. Et il ne faut pas oublier les considérations anatomiques, hein. Le cœur de l'enfant fait à peu près la taille de sa poignée de main. Et donc, si on imagine le triangle de corps au niveau de cette poignée de main, elle va vraiment être quelque chose de très minuscule. Et ça, si on va parler de l'anatomie normale, mais des anatomies particulières, comme des anatomies d'Epstein, etc., on a encore des défis parce que l'oreillette droite est très dilatée, elle est un peu atrialisation du ventricule qui est associée. Et souvent, nous avons des voies accessoires qui sont multiples, associées avec des difficultés pour y accéder. Et donc, si on peut faire, le, le système de cartographie 3D, ça va être une très très bonne chose parce que ça va permettre de réduire les radiations chez l'enfant et d'en finir avec les procédures et donc avoir beaucoup de précision anatomique. Le cas échéant également pour les complications un petit peu, les chirurgies, par exemple le switch atrial de la transposition des gros vaisseaux type D, on peut avoir des tachycardies atriales, etc. Et donc, ça c'est un défi d'abord déjà de la tachycardie. Et donc là, il faut vraiment s'en préparer dans des centres de référence par soit des IRM avant d'arriver au bloc opératoire pour bien comprendre le montage chirurgical, comprendre la difficulté, l'accès, comment on va faire. Et en général, ça passera par un système de mapping 3D. Et donc, la compréhension de l'anatomie, c'est quelque chose de très important. Et voici, si on a listé un peu quelques situations difficiles sur le plan anatomique qui nécessitent un challenge particulier et une préparation. Euh, Pourquoi on dit ça? Parce que on insiste sur la préparation parce que la plupart de ces complications, ils peuvent être évitées si on est bien préparé, bien discuter le dossier entre équipes, bien faire l'anatomie de l'état particulier, voir un plan, une stratégie d'ablation, stratégie A, stratégie B, etc. Ça permet vraiment de réduire les choses. Et donc, le taux de complications vasculaires est un petit peu élevé par rapport à celui de l'adulte parce que vraiment, il faut considérer que la ponction chez l'enfant est le gold standard actuellement dans la plupart des cath labs. Ça se passe sous ponction éco-guidée, avec parfois des micro-ponctions associées à l'échographie. Et ça permet également de réduire ce taux de complications vasculaires dans ces cas particuliers. Et puis l'ablation tout court, il peut avoir des BAV dans des situations particulières et entrée intranodale, le mid-septal, etc., mais ça ne dépasse pas des 1% chez des mains entraînées. On peut avoir des AVC avec un taux qui ne dépasse pas les 0,5%, mais actuellement, on donne l'héparine de façon systématique lorsqu'on est à gauche. Les tamponnades également sont possibles. Des lésions des coronaires, si on est dans des régions un petit peu, il faut y penser. Si on est, par exemple, dans la région postéroceptale, si on est un peu dans le bord latéral, on pense qu'on est à peu près proche de CX. Si on est dans l'infundibulum, c'est-à-dire la paroi antérieure, on pense au HIS également, mais si on est dans l'infundibulum gauche, il faut penser au tronc commun, il faut penser également, si on est proche de la région de la LV summit, il faut penser aux bifurcations de l'interventriculaire antérieur. Bref, si on doute, on peut faire une coronarographie opératoire pour un peu analyser le parcours des artères coronaires par rapport au cathéter d'ablation. Et donc, de cette situation-là, vous voyez ici, on voit que quelques facteurs de risque
avec un risque de refaire l'ablation, soit d'une voie accessoire, soit d'une réentrée intranodale, d'une tachycardie atriale en fonction de l'âge, et que vous voyez que dans certaines situations, nous avons comme facteur positif, c'est l'âge jeune qui va permettre également la reprise. Donc, il vaut mieux reprendre un patient qu'avoir une complication associée, et que l'antéroseptal et le médseptal, c'est des patients qu'il faut vraiment garder à la cryoablation. Dans des cas particuliers, n'hésitez pas à faire une approche supérieure par la voie sous-clavière ou par la voie jugulaire, le cas échéant, pour avoir une stabilité, pour éviter le risque de BAV. Et c'est toujours, si on n'est pas dans l'urgence absolue, et que le patient qui a fait des morts subites et qui a été récupéré ou qui ne fait pas de la FA préexcitée, etc. Donc, c'est ces patients qu'il faut vraiment avoir un bénéfice risque qui va être clair, parce que c'est des enfants un petit peu particuliers. Et ça, je le dis pour des équipes qui ne sont pas entraînées, mais les gens qui ont un peu d'expertise, ils ont des protocoles particuliers. Et donc, je pense que les choses sont beaucoup plus fluides au niveau des laboratoires d'électrophilie, etc. Et puis, il faut vraiment penser à cette problématique des radiations. Et donc, ça c'est vraiment la bonne indication. Il faut essayer de limiter vraiment la fluoroscopie à la ponction transeptale pour les petits enfants, hein, en tout cas. Et il faut essayer d'utiliser l'échocardiographie, c'est soit intracardiaque, transœsophagienne, mais je sais pas, c'est un petit peu c'est une recommandation, mais sur le plan pratique, c'est un petit peu difficile parce qu'on doit limiter le nombre de cathéters. Le TO pédiatrique, c'est quelque chose qui n'est pas très disponible dans tous les centres, hein. C'est rare qu'on trouve un centre avec une ETO, avec un jeu de taille de l'ETO depuis le petit enfant jusqu'à le grand enfant. Mais la carto, le système de mapping 3D, on peut, dans la plupart des laboratoires, on peut en trouver et essayer de faire le maximum de gestes sur ça, ou tout simplement, il faut limiter l'exposition à l'irradiation si on veut travailler par voie euh, conventionnelle. Comme on a dit que la plupart de ces enfants, ils vont passer par voie anesthésique, donc parfois le risque anesthésique est un peu plus élevé par rapport à celui de l'enfant de la population générale, s'il y a une cardiopathie congénitale associée, s'il y a une cardiopathie rythmique associée, et donc on peut avoir quelques accidents anesthésiques associés à ça, et il faut en faire vraiment le choix de l'anesthésie, euh, le choix des agents anesthésiques, parce que nous avons un challenge pour ne pas faire dormir l'arythmie de l'enfant, et nous avons des cardiopathies congénitales. Parfois, il faut vraiment comprendre l'hémodynamique de cette cardiomyopathie. Lorsque l'anesthésiste doit comprendre cette hémodynamique, il doit en faire choisir les agents anesthésiques qui vont compatibles avec une procédure de rythmologie et compatibles avec l'hémodynamique qu'il va utiliser chez ses enfants. Et puis, on doit être capable de gérer ces complications d'ablation. Et donc, si on compare ça, c'est vraiment, si on peut faire des petites sédations pour les grands enfants versus le, une sédation locale contrôlée par rapport au débloc pour essayer de diminuer les doses anesthésiques, etc. Il ne faut pas en hésiter. Et donc, les autres ablations, c'est l'anesthésie générale est beaucoup mieux, et que les complications, c'est la laryngospasme, l'allergie, et c'est, comme vous le connaissez, c'est vraiment les complications qui sont en rapport avec l'anesthésie générale. Et donc, je pense que j'ai arrivé à la fin de cette présentation. C'était rapide avec un petit résumé, et merci encore une fois à Dr. Elias qui a présenté qui a préparé cette présentation. Mais malheureusement, il a été retenu, il est encore retenu au niveau de l'aéroport de Marseille. Donc, je l'ai présenté brièvement, et donc j'ai aimé que c'est lui qui va présenter, qui a fait l'effort de la préparer, il a fait beaucoup de lectures sur ça, mais pour des raisons techniques, c'est moi que je l'ai présenté juste au pif. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions, on va essayer d'en discuter ensemble. Bonjour, je vous remercie beaucoup, docteur Jamili, pour
pour nous avoir présenté ces diapositives, des belles diapositives, mais, bon, mais vous êtes bien débrouillé, je crois, après avoir reçu l'instruction de le faire au dernier moment. Merci beaucoup. Vous avez abordé des sujets très importants et on a eu une discussion après la session en anglais. Mais je vous invite, ceux qui restent, de poser des questions ou partager ses propres complications, si vous en avez eu, euh, soit très aiguës ou très chroniques, parce qu'on a abordé tous les deux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? Docteur Wafa, vous avez des questions? Souvent, vous contribuez à... Bonjour, bonjour à tout le monde, professeur Badley. Non, c'était très très intéressant. Moi, je connais Dr Ahmed Mustafa, on a travaillé ensemble. Il est venu en Algérie, il m'a aidé, on a fait 15 ablations ensemble. Je le remercie à l'occasion. J'ai juste une question, mais c'est pas par rapport au sujet. Quand faut-il mettre des pacemakers endocavitaires chez l'enfant? C'est à partir de quel âge, quel poids? Bon, je me suis trompé de nom et il faut remercier le docteur Mustapha. Euh, je voulais vérifier la question, docteur Wafa, c'est pour les systèmes endocavitaires, c'est vrai? Oui, c'est ça. Les pacemakers endocavitaires, c'est à quel âge? Oui, bon, ça varie et je vais vous dire, entre moi et mes collègues, il y a une petite différence. Je crois que c'est faisable à partir de 15 kilos, un système double chambre. Euh, mais le débat, ce n'est pas tout à fait si c'est possible, mais si c'est correct. On essaie de garder les veines, et moi, il y a toujours l'argument garder la poitrine parce que finalement, le système épicardique est une chirurgie de poitrine ouverte, donc c'est invasif. Je crois que c'est à peu près 20 kilos. Euh, Sauf dans le cas où c'est un simple chambre simple. Si on peut mettre un système VVI, je crois que le poids peut diminuer et c'est grâce à la sonde ou à l'électrode 3830 de Medtronic qui est de 4 French et qui est durable et où je crois qu'on peut laisser un peu plus de sonde dans l'oreillette droite pour le croissement de l'enfant. Donc, je n'ai pas pu prévoir les situations chez mes patients où j'ai besoin plus tard d'avancer la sonde. Ça m'est arrivé très, très rarement, mais pas dans des cas prévisibles. Donc, ça, c'est un peu difficile quand ça arrive qu'un enfant, dû à son croissance, à sa croissance, il n'a plus suffisamment de sondes euh, pour garder la stimulation et d'avoir avancé la sonde avant que le générateur soit périmé ou épuisé. Donc, bon, j'espère que c'est une réponse, mais je crois qu'il y a une flexibilité selon la capacité des chirurgiens et de l'implanteur du simulateur. Je demande si la prof Mervat a un avis ou d'autres. Qu'est-ce que vous faites, Dr. Wafak? Vous diriez quoi?
Merci pour votre réponse. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Nous, en Algérie, il y a que les chirurgiens qui font les pacemakers épicardiques. Et justement, moi, j'ai présenté avant-hier au Congrès national en Algérie, quand faut-il passer à l'endocavitaire et j'ai abordé ces sujets-là. C'est juste que je veux les stimuler justement pour qu'on change un peu les habitudes parce que quand même un épicardique tout le temps pour tous les enfants, c'est beaucoup. Ça reste une chirurgie quand même lourde. En plus chez nous en Algérie, ils font pas du tout de pacemaker moins de 2 mois parce qu'il y avait une mortalité élevée avec l'implantation épicardique. Et moi aussi, je pense pas que j'ai quand même les compétences pour mettre un pacemaker endocavitaire chez un nouveau-né ou un nourrisson moins de 2 mois. Voilà. Merci. La sonde 3830 est disponible chez vous? Justement, à l'occasion, j'ai fait la première stimulation de la branche gauche. La semaine passée, on a utilisé la 3830 et c'était la première sonde qui est rentrée en Algérie. 3830 et c'était pour la stimulation de la branche gauche. Mais voilà, donc peut-être je vais demander à Medtronic de nous ramener un peu plus et on va les utiliser pour la stimulation chez l'enfant. Oui, je crois que où le prix n'est pas différent et où vous les avez disponibles, c'est une sonde qui est très belle. Je l'utilise de préférence dans toutes les situations, évidemment sauf ce- le sinus coronaire. Mais, euh, mais je crois que c'est non seulement une sonde fine, mais aussi très forte. Donc, pour l'extraction, je crois que ça sera plus facile d'enlever. Donc, je l'utilise depuis 10 ans parce que ici aux États-Unis, c'est assez disponible et le prix n'est pas élevé. Pardon, professeur Badley, pour nous, on l'a utilisé pour la simulation des voies de conduction, c'est-à-dire qu'on fait 5 tours minimum pour la visser au niveau du septum et on avait un excellent résultat. On a capturé presque le IS, on a vaincu RS20. Mais pour l'enfant, comment vous faites? C'est-à-dire, elle n'est pas mandrinée, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de vis rétractable. Donc, comment vous faites pour la simulation classique avec cette On le, sonde? f- on le fait normalement. J'essaie de chercher un site septal. Bon, jusqu'à récemment, j'ai pas cherché un site forcément de conduction, mais je l'utilise dans l'appendice de l'oreillette droite et aussi dans le septum du ventricule droit. Je l'utilise pour toutes les applications. C'est aussi très bien chez les adultes congénitaux, là où il y a des parois un peu épaisses ou bien les cicatrisées. Donc, je crois que la sonde est très bien. Je suis les conseils du paquet qui sont je crois que c'est 4 rotations dans le ventricule et 5 dans l'oreillette. Euh, bon, j'aime bien. Il faut s'y habituer et et les cathéters d'installation sont un peu difficiles à utiliser. C'est bon, ça peut se plier facilement, mais une fois qu'on s'y habitue, je crois il n'y a pas plus de déplacement de la sonde que chez les autres producteurs de sondes. Bon, je crois que bon, ça a été notre dernier cours. Ce qui nous suit, c'est bon, la conversation est toujours ouverte, hein. Il faut vraiment partager nos expériences et nos conseils. Et je vous invite de bien réviser les guidelines et de communiquer où les guidelines ne sont pas faisables en Afrique. Ça, c'est un thème qui intéresse beaucoup à moi et à la prof Mervat. Je crois que bon, les guidelines se font dans un milieu complètement différent que l'Afrique. Et il faut chercher
de produire des guidelines qui sont faisables et tenables en Afrique. On va avoir dans le futur proche un examen écrit pour ce cours. Je vais essayer de chercher deux ou trois questions de chaque séance qu'on a faite. Et puis, plus tard, j'espère vous offrir aussi, pour ceux qui passent l'examen et qui ont une note favorable, il y aura aussi un examen pratique qui sera dans l'un des centres des chefs du cours, soit au Caire ou aux États-Unis ou bien au Rwanda où j'ai récemment fait les ablations pour la première fois. Donc, on a un système et tout ce qu'il faut. Mais, euh, mais bon, je veux pas fermer la conversation, bien que ça soit notre dernière nuit ensemble. Donc, je vais vous laisser s'il n'y a pas d'autres questions. Un dernier moment pour des questions ou des commentaires. Non, mais juste merci beaucoup pour vos efforts. Vraiment, merci infiniment. De ma part, j'ai appris beaucoup de choses et ça se manifeste même sur le plan pratique. Et avant-hier, j'ai parlé de la prise en charge des troubles du rythme chez l'enfant, le nouveau-né et même fœtal. La prochaine fois, Monsieur Bradley, il faut prévoir aussi la prise en charge des troubles du rythme fœtal. Voilà. C'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vous laisse, mais restez en contact comme vous voulez. Ça a été pour moi un grand plaisir. Et on va vous contacter prochainement pour l'information sur l'examen. À bientôt et bonne nuit. Merci beaucoup. Merci, merci, docteur David.